Allô? Allô? On va commencer? Allô, tout le monde? Allô? Un peu de silence, s'il vous plaît, juste un peu. On est tous prêts et prêtes? Bienvenue à tous et à toutes et à tous, en fait, à notre événement Féminisme divisé ou diversifié. Je me suis fait une petite note parce que j'étais un peu stressée. Alors, je m'appelle Fanny Boisvert-Saint-Louis et... Moi, c'est Marianne Casselot. Donc, le collectif Je suis féministe et les femmes ont organisé cet événement. On est vraiment contente de voir beaucoup de monde aujourd'hui dans la salle. Et on espère que cette table ronde saura créer des échanges prometteurs qui vont pouvoir amener le féminisme un peu plus loin en 2014. Donc, l'idée d'organiser cette table ronde est venue d'un récent backlash anti-féministe qu'on a pu voir surtout sur Internet avec plusieurs événements, plusieurs des blagues ou des situations. Et puis, on a décidé de ramener tout ça ici pour qu'on puisse discuter de ça entre nous, entre féministes, dans un espace plus sécuritaire qui va être propice à une saine discussion, qui va pouvoir parler de sujets tels que la culture du viol, tels que l'image de la femme dans les médias. On voulait aussi rassembler tout le monde pour parler aussi de sujets qui nous divisent un peu plus. Je pense par exemple à la charte. Par exemple aussi la charte. Exact. Surtout en temps d'élection en ce moment. Aussi au jugement Bedford concernant ce qu'on peut appeler la prostitution ou le travail du sexe, tout dépendant comment on le conçoit. Et plein d'autres sujets, même l'intersectionnalité, où est-ce qu'il y a plusieurs féministes qui sont divisées, qui le reconnaissent, qui ne le reconnaissent pas, etc. Alors, on est ici pour parler de tout ça, ce qui nous diversifie ou ce qui nous divise. Oui, donc, la question qu'on a posée à nos invités aujourd'hui, c'était sur l'intégration des valeurs féministes dans notre travail, dans nos croyances, dans nos sexualités, dans notre art, dans nos engagements, etc. Donc, on leur a demandé cette multiplicité d'aspects du féminisme. Est-ce que ça cause un éclatement des féminismes? Est-ce que si chacune peut s'identifier comme féministe, est-ce que ça crée une division ou est-ce que c'est le signe d'une nécessaire diversité? Donc ça, c'est la question qu'on aimerait bien entendre de tous nos invités, mais aussi tout le monde de la salle interagir. Ça va être une chouette discussion, je pense. Moi, j'ai quelques merci à dire. Merci en premier à tous nos invités d'avoir accepté notre invitation. Merci à Marianne, notre cofondatrice de Je suis féministe, d'avoir accepté d'animer cette belle table ronde. Et puis, je voulais aussi remercier Léonie et toute l'équipe de Notre-Dame-des-Quais de nous accueillir aussi chaleureusement. Il fait chaud, hein? Ici. Donc, j'avais aussi envie de dire une dernière note. On va filmer la table ronde. Donc, si vous voulez pas être filmé, mais vous voulez poser des questions, juste nous le faire signe. Comme ça, on va s'arranger après pour le montage. Parce que, bon, c'est comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Donc, on espère mettre la table ronde en ligne sur notre site, sur le blog Je suis féministe par la suite. Et comme à l'habitude, tous les événements de Je suis féministe, on les live tweet. Donc, il y a un mot-clic, c'est le 8 mars GSF. Puis le Wi-Fi ici, c'est le 32 Beaubien. Et le mot de passe, c'est 3, 2, 1, 5, 1, 4, 5, 0. Alors, donc, si ça vous tente de vous joindre à la conversation aussi en ligne, moi, je vais être en arrière de la salle. Si vous voulez le mot de passe, si je l'ai dit trop vite, vous pouvez venir me voir en arrière. Donc, je laisse la parole à Marianne et on va commencer notre discussion. Merci beaucoup. Avant que vous partiez, les filles, j'aimerais vous remercier pour l'organisation de cet événement de feu. Merci à vous deux.
Ça sent le succès, là. En tout cas, ça sent la féministe de qualité, ça, je peux vous le dire. Puis je pense qu'on est toutes très excitées d'être ici. Chacune, on s'admire, on se lit, on se commente. On est contente de se voir en vrai, pas derrière nos ordinateurs, de pouvoir discuter de façon plus naturelle, peut-être. Alors, ça me fait un grand plaisir de vous présenter nos 12 invités pour ce panel Féminisme divisé ou diversifié. Alors, je commence ici. Anne Migné-Lorrain. On pourrait peut-être applaudir à la toute fin, étant donné qu'on est une sacrée belle gang, OK? Donc, Anne Migné-Lorrain. On a ici Marie-Claude Garneau, Wydia Larivière, Anna-Aude Cahouette, Jeanne Reynolds, Aurélie Langteau, Camille Tremblay-Fournier, Tania Saint-Jean, Martine Delvaux, Véronique Grenier, Sarah Labarre et Alexa Conradi. Alors, je vous explique le déroulement. Donc, on fait un premier tour de table qui va débuter ici. Anne, je vais te laisser le temps de reprendre ton souffle. On va commencer avec Marie-Claude. Tant pis. Donc, premier tour de table, c'est très court. C'est comme un sprint. Donc, 5 minutes est allouée à chacune de nos invités pour s'exprimer sur la place du féminisme dans son quotidien. Une fois cette première ronde-là terminée, eh bien, je vais lancer une deuxième question où là, on pourra discuter tout ensemble et vous, les gens dans la salle, vous serez invités à vous joindre à cette discussion dans une espèce de free-for-all complètement survolté. Alors, avant chaque prise de parole, je vais quand même prendre le soin de bien présenter nos invités. Et je vais avoir aussi la tâche ingrate de vous interrompre si vous dépassez trop votre temps. Alors, ne m'en tenez pas trop rigueur. Marie-Claude, t'es prête? Tiens, je t'amène le micro. Merci. Oh. Je te trouve mes feuilles. Marie-Claude Garneau est comédienne, auteure et étudiante en Women's Studies à l'Université Concordia. Elle travaille depuis 1 an en collaboration avec le Théâtre de l'Affamée sur un projet de conférence-performance qui tente d'appliquer une analyse féministe à la dramaturgie et à la pratique du théâtre. Elle a été quelquefois chroniqueuse pour le site web Let's Spread the Word et destinée à la communauté lesbienne ainsi que pour Je suis féministe. Alors, Marie-Claude, comment intègres-tu le féminisme dans ton quotidien? Eh bien, salut! Hey, merci d'être là, c'est vraiment cool. Je me sens d'abord super privilégiée comme d'être assise ici avec toutes vous autres parce que, dans le fond, à part mon expérience personnelle, qu'est-ce que je peux amener de plus? Je peux pas parler pour personne d'autre que pour moi-même. Fait que merci d'être là. C'est comme vraiment le fun de se rencontrer. Vas-y, exprime-toi. Ben oui. En fait, c'est ça. En fait, en tant que comédienne qui ne pratique plus vraiment, mais qui a recommencé à pratiquer depuis 1 an avec le Théâtre de l'Affamée, je travaille donc sur une conférence-performance qui essaie de questionner l'application de l'analyse féministe intersectionnelle à la pratique du théâtre. Et puis, depuis 1 an, on se rend compte qu'en fait, l'histoire des femmes au théâtre a été pas mal occultée durant les dernières années, en fait. Donc, on essaie de remettre ça à l'avant. Donc, ça fait vraiment partie de mon quotidien de réfléchir aux questions et aux liens entre l'analyse féministe et le théâtre. Puis l'analyse féministe, pour moi, c'est justement une façon de voir la vie. C'est pas nécessairement un mouvement de femmes typique. C'est vraiment une façon de voir les choses, une façon de voir les dynamiques de pouvoir aussi. De là, l'importance de parler d'analyse féministe intersectionnelle. J'espère qu'on va pouvoir discuter de ça parce que je pense que c'est important de questionner les rapports entre les races, entre les orientations sexuelles, entre les genres. Donc, c'est un peu ça, mon quotidien. J'ai aussi travaillé, été chroniqueuse, là, comme Marianne l'a dit, un peu pour Let's Spread the Word. Donc, je m'identifie comme lesbienne et ça, à travers mon féminisme, ça s'influence, ça se rejoint. Des fois, c'est pas évident de se dire féministe dans les cercles lesbiens, dans certains cercles lesbiens, puis même des fois dans la communauté féministe,
de s'identifier comme lesbienne, ben il faut toujours que tu dises pourquoi en fait tu dis plus lesbienne et non pas queer. Pourquoi et là je suis dans ces réflexions-là en ce moment dans ma vie. Et puis je pense que c'est l'intersection entre les deux qui fait que je porte le regard que je porte en ce moment dans mon travail d'interprète en tant qu'auteur et aussi en tant qu'étudiante en études féministes, parce que je suis actuellement en Women's Studies à Concordia, donc c'est sûr que je peux pas me détacher de cette expérience-là et de ce quotidien-là. Je dis pas mal n'importe quoi, fait que si vous avez des questions là, plus tard, là, ça va me faire bien plaisir, mais je suis vraiment contente d'être ici, puis c'est pas mal ça. Là, je pense que je dépasse pas les 5 minutes, je vais passer le micro à Anne. Là, Anne, là, es-tu prête? Ben là, si t'es arrivée en retard puis que t'es pas prête, écoute, excuse-moi, là, je veux pas être oppressive, mais, tu sais, on a des deadlines, tu sais. Hey, merci beaucoup. Merci, Marc-Claude. Et boy, moi, j'ai vraiment un texte. Anne, est-ce que tu me permets de te présenter Oui, ou oui, veux-tu le faire? Vas-y. Non, tu peux le faire. En fait, j'ai une petite phrase à ton sujet. Oui. Anne, tu es éditrice aux éditions du Remue-Ménage et Oui. chercheure en sociologie. C'est bien ça, hein? Oui. Ben oui. Et elle a coécrit les réalisatrices du Petit Écran, une étude parue en 2012. Voilà. Merci d'être là. Merci. Je n'ai d'autre choix que de débuter en chialant un peu. Je suis un peu mal à l'aise à l'idée de vous parler de mon féminisme, de comment il se déploie dans les sphères de mon existence. Je suis, comme vous, j'imagine, profondément consternée par la nécessité quotidienne de tout recommencer, de réexpliquer, de redire dans des mots différents le pourquoi d'une telle démarche, d'une telle pensée, d'une telle action. J'ose croire que le jour de la marmotte est bientôt fini. Plein de filles de divers horizons montent aux barricades avec des plumes libres et acerbes, et c'est vraiment réjouissant. Il y a 5 ans, lorsque les filles de Je suis féministe ont débuté leur blog, ça s'imposait, il me semble, le jeu de « Je suis féministe ». C'était un jeu personnel, presque identitaire. Aujourd'hui, le jeu, il me semble, est plus vaste. J'irais jusqu'à dire que le jeu est devenu un sujet politique. J'aimerais lancer ici plutôt quelques questions, commentaires. Ça va vraiment sonner brouillon. Ça a été écrit il y a quelques minutes, d'où mon retard. Donc, ça va être au sujet de la diversité versus la division et la nécessité de se radicaliser et de prendre la parole. Micheline Dumont écrivait il y a 15 ans, et je cite, « Le féminisme n'est plus une position confortable pour les jeunes. Les temps ont changé, heureusement, et elle-même le reconnaît. L'oreille étendue depuis quelques années, il y a une curiosité grandissante. C'est un peu mignon, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, de regarder tout ce monde s'intéresser pour la première fois à ces questions. Mais non, je ne céderai pas à la tentation de chialer encore. Comme travailleuse de l'édition, mon souci quotidien est de travailler à faire advenir dans l'espace public et littéraire un autre discours, une autre parole, située, consciente, critique, singulière, bref, féministe. On a souvent souligné que les femmes n'ont pas d'histoire propre, qu'il est presque impossible en tant que femme de connaître notre histoire, on en est dépossédé. Tout le monde connaît l'histoire du Front de libération du Québec. Personne ne connaît l'histoire du Front de libération des femmes du Québec. Tout le monde connaît la revue Parti pris. Personne ne connaît la revue québécoise de Bout ou Tête de pioche. Donc, pour être féministe et en édition, il faut tout recommencer tout le temps. Il faut faire de l'archéologie. Et ce n'est pas très glamour et ce n'est pas très sexy. De se retrouver à tous les jours du côté de l'histoire mineure, de l'histoire des exclus, de l'histoire des opprimés. S'il y a une certaine vague positive autour du féminisme récemment, une certaine reconscientisation, on a le devoir, je crois, de ne pas faire table rase, de ne pas briser complètement la filiation, pour reprendre un concept cher à Françoise Collin. Donc, bref, il y a plein de trucs que nous devons rejeter de nos prédécesseurs, certainement. Mais il faut être humble envers elles aussi, je crois. Elles ont quand même passé à travers les années 80-90. Donc... il faut quand même leur donner ça. On vit une époque plutôt misérable à tant d'égards, mais aujourd'hui, des milliers de femmes et quelques hommes s'éveillent et reprennent conscience de la nécessité du féminisme. Donc, il y a quand même des... Je vais essayer d'aller plus vite, OK? Parce que je me suis écrit un texte. 2-3 minutes. C'est bon. Donc, on vit une drôle d'époque. On voit poindre une espèce de féminisme individualiste, détaché de l'histoire, à la carte, et finalement assez peu conscient des privilèges dont il est l'aboutissement. C'est un courant marginal et réactionnaire et qui ne préside absolument pas à ce rassemblement aujourd'hui, mais qui réussit néanmoins à attirer énormément l'attention des médias, friands des féministes qui seraient allées trop loin, qui regretteraient et qui voudraient retourner aux valeurs d'antan.
un retour dans les années 80, bref. Donc, pour l'édition féministe, évidemment, c'est un perpétuel défi d'arriver à faire des livres, à faire parler des livres et à vendre des livres qui ne sont absolument pas mainstream. On sait aussi que le féminisme, dans son sens profond, ne saurait vraiment se déployer dans les médias traditionnels tels qu'ils sont, un peu à l'instar de l'anticapitalisme et de l'anarchisme. Mais les médias en raffolent du féminisme conservateur. Mais nous, on est très contentes quand nos auteurs participent à des tables rondes avec des femmes de droite. Donc, ce qui me mène à la question, faut-il être solidaire avec les femmes qui ne le sont pas avec nous? C'est-à-dire qui se désolidarisent et attaquent le mouvement féministe, qui serait, selon certaines, trop près de Québec solidaire, trop queer, trop multiculturaliste, trop intersectionnel, trop radical. Bref, c'est une des ambiguïtés de notre mouvement d'être déchiré. Je crois qu'il est... bon, ça, je vais passer vite. Donc, oui. Je vais vous laisser méditer sur cette question. Je pense que je rentre peut-être dans les détails. Alors, laissez ça mijoter dans vos têtes et je vais passer. Merci beaucoup. Ah, d'accord, merci. Je vous avais dit, c'est des sprints. Eh boy, oui. Oui, désolée. Alors, Widia Larivière est co-initiatrice de la mobilisation québécoise d'Idle No More. Elle travaille au sein de l'organisme Femmes autochtones du Québec. Et depuis plusieurs années, elle milite pour les droits autochtones et son engagement lui a permis de participer au Sommet des peuples en marge de la Conférence des Nations unies sur le développement durable en 2012 et au Forum social mondial en 2013. Elle a également signé un texte dans le livre « Les femmes changent la lutte » au cœur du printemps québécois. À ton tour. Merci. Coucou tout le monde, je me représente Widia Larivière. Je suis née d'une mère Anishinaabe puis d'un père québécois. Puis je peux vous dire que d'avoir grandi dans deux cultures, ça a eu vraiment tous ces défis, mais ça a eu beaucoup de bons côtés aussi. Notamment, ça m'a permis de faire le pont entre les deux cultures. Donc, ça me fait toujours plaisir de parler des réalités des femmes autochtones. Puis, j'aimerais commencer tout d'abord en remerciant le peuple Mohawk, parce qu'on se trouve sur un territoire Mohawk non cédé. En fait, toute la ville de Montréal se trouve sur un territoire Mohawk non cédé. Puis, c'est ma façon aussi d'essayer de décoloniser les différents mouvements, les différentes sphères de la société. Puis, je vous dirais, moi, personnellement, bon, je viens ici, je parle à mon nom personnel. Moi, je me définis comme féministe, mais il y a beaucoup de femmes autochtones qui ne vont pas s'identifier comme féministes, qui vont dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce terme-là, ou parce qu'ils vont vivre des discriminations même au sein du féminisme dominant, là, si je peux appeler ça le féminisme mainstream. Puis aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes autochtones qui disent qu'avant la colonisation, les sociétés autochtones étaient, bon, même si c'était pas parfait, c'était des sociétés égalitaires dans lesquelles les femmes avaient un rôle important dans les prises de décision politiques. Donc, c'est vraiment après la colonisation que les inégalités sont arrivées, se sont implantées. Mais moi, je me définis comme féministe, puis je me dis que les femmes autochtones doivent absolument se réapproprier le mot féminisme. Moi, je considère que les femmes autochtones sont féministes depuis 1492, quand les Européens ont commencé à coloniser les Amériques, coloniser les peuples autochtones. Puis aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, bon, je travaille chez Femmes autochtones du Québec, je milite dans le mouvement Idle No More. Puis les inégalités que vivent... Bon, je lutte beaucoup contre les inégalités que vivent les femmes autochtones, puis la plupart des inégalités qu'elles vivent sont issues de la colonisation, des politiques d'assimilation du gouvernement. Puis la colonisation, c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui. On est géré sous une loi qui s'appelle la loi sur les Indiens. C'est une loi fédérale qui gère la plupart des aspects de notre vie. C'est même le gouvernement fédéral qui décide qui est autochtone, qui n'est pas autochtone, dépendamment du degré de pureté de sang qu'on a. Donc, par exemple, moi, je suis 6.2 parce que je suis née d'un père québécois, donc je ne suis pas aussi pure que le gouvernement le voudrait. Donc, puis c'est une loi aussi qui a été particulièrement discriminatoire envers les femmes. Donc, elle est non seulement raciste, mais sexiste, parce qu'avant 1985, une femme autochtone qui mariait un non-autochtone perdait automatiquement son statut. Puis quand tu perds ton statut autochtone, tu n'as plus le droit de rester dans ta communauté. Puis c'était vraiment dans le but, à long terme, de faire disparaître des communautés. Puis on visait particulièrement les femmes autochtones parce qu'on savait que c'était par elles que
se faisait la transmission de la culture, la transmission de la langue avec les enfants. Donc, finalement, si on visait les femmes, ça allait faire plus mal pour les peuples autochtones. Il y a aussi la question de la violence envers les femmes autochtones, qui sont 3 fois plus à risque de vivre la violence que le reste de la population canadienne. Puis un phénomène aussi qui nous préoccupe beaucoup, c'est le phénomène des 600... En fait, c'est rendu à au moins 800, donc des 800 femmes autochtones disparues, assassinées à travers le Canada. C'est un phénomène qui nous préoccupe énormément. Je le considère comme étant une tragédie nationale, parce que si on transposait ce nombre-là pour la population canadienne, c'est comme s'il y avait 15 000 femmes canadiennes qui seraient disparues ou assassinées dans les 20 dernières années. Ça serait un scandale, mais vu que là, c'est des femmes autochtones, c'est pas considéré comme un scandale. Donc, il y a aussi toute la question de la violence systémique qui frappe aussi les femmes autochtones, le désintérêt des questions autochtones, puis encore plus des questions qui touchent les femmes autochtones dans les médias. Je pense notamment aux 2 femmes de Kiliganzibi qui sont disparues il y a 5 ans, puis qu'ils n'ont jamais fait la une des journaux, mais dans la même période, il y a un lion du zoo de Granby qui s'était sauvé, puis qui s'était ramassé à Maniwaki, qui est juste à côté de Kiliganzibi. Puis c'est le lion qui a fait la une des journaux et non les 2 femmes autochtones. Fait que pour ce qui est... En fait, les femmes autochtones sont doublement discriminées en tant que femmes et autochtones à la fois. Donc, bon, je suis en train désolée. En fait, je vais terminer rapidement parce qu'il faut que je m'en aille dans 10 minutes, puis je n'aurai pas la chance de répondre à la deuxième question. Puis, je vais seulement dire que dans le mouvement Don't No More, ça a permis à beaucoup de femmes à reprendre une voix qui est souvent, qui n'est pas écoutée dans les systèmes politiques actuels, autant fédéral, provincial, que même dans le système des conseils de bande actuels dans les communautés. Le patriarcat s'est aussi imposé dans les communautés autochtones. Donc, le féminisme des femmes autochtones aujourd'hui, c'est aussi lutter contre le patriarcat qui a été imposé avec la colonisation. Puis, pour répondre rapidement à la question que vous allez répondre tantôt, je vous dirais, si on veut se rallier parmi tous nos visions au sein des mouvements féministes, je pense qu'il faut décoloniser nos esprits, donc décoloniser même le féminisme. Puis aussi, si vous travaillez avec des femmes autochtones, reconnaissez l'autonomie puis l'expertise des femmes autochtones, puis contribuez pas à la continuité du colonialisme en ayant une attitude colonialiste, en pensant savoir qu'est-ce qui est bon pour les femmes autochtones, mais essayez de travailler avec elles d'égal à égal. Merci. Merci beaucoup, Widia. Elle doit quitter, malheureusement. On va passer à notre prochaine participante, prochaine invitée. Anna-Aude Cahouette est une travailleuse du sexe et militante pour la reconnaissance de leurs droits. À ton tour. Oui, merci. Bien, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Bon, mon nom, c'est Anna-Aude Cahouette. Comme peut-être certains d'entre vous le savent, je travaille à Stella, mais je tenais pas à ce que ça soit la première présentation de moi-même parce que je suis ici comme un individuel, une travailleuse du sexe qui s'identifie aussi comme féministe. Puis je tenais à partager un peu avec vous le pourquoi je pense que mon implication dans une organisation par et pour les travailleuses du sexe qui militent pour la reconnaissance de nos droits humains, c'est féministe, puis comment ça s'actualise comme à tous les jours de ma vie. Fait que premièrement, juste pour vous faire un petit peu comme le personnel, le privé, le personnel et politique et tout le kit, ben moi, je suis une fille qui travaille dans l'industrie depuis la fin des années 90. Je suis aussi une maman, je viens d'un milieu socio-économique pauvre. Et puis, finalement, j'ai fini par retourner à l'école en étant un adulte, vraiment sur le tard. J'ai été itinérante pendant plusieurs années. Je suis aussi une usagère de drogue par injection puis par inhalation. Donc, je comprends très bien. Aussi, je suis une fille autochtone, donc moi, je suis métisse, mon père écrit. Donc, l'intersectionnalité des oppressions, c'est quelque chose que je comprends très bien. C'est quelque chose que le mouvement des travailleuses du sexe comprennent très bien depuis longtemps. Et puis, un peu comme mes partenaires l'ont nommé un peu avant, je pense que c'est vraiment important de, justement, décoloniser le féminisme et puis de se poser des questions toujours à savoir qui est en train d'opprimer qui. Une chose que je souhaite vous dire, c'est que je suis vraiment contente d'être aujourd'hui, le 8 mars. J'ai décidé d'accepter l'invitation parce que je pense que c'est un cadeau que je m'offre comme travailleuse du sexe qui n'est pas souvent écoutée ou incluse dans le mouvement des femmes au Québec ou ailleurs dans le monde.
Donc, je pense que je suis privilégiée d'être ici. Et puis, la lutte, pour moi, les travailleuses du sexe, c'est notamment très relié au féminisme, si on regarde le féminisme vraiment large, là, mais en termes d'autodétermination. Donc, pour moi, je suis la personne la mieux placée, comme les femmes non travailleuses du sexe sont les mieux placées pour voir qu'est-ce qu'elles vivent dans leur vie. Moi, comme travailleuse, c'est vraiment moi qui peux décider de qu'est-ce qui se passe, voir est-ce que je suis dans une situation d'exploitation, est-ce que je vis des violences présentement, puis c'est moi la meilleure placée pour trouver des solutions. Donc, au niveau de l'autodétermination, c'est ça. Une chose qui me paraît vraiment évidente de la lutte des travailleuses du sexe pour la reconnaissance de leurs droits, c'est vraiment le lien avec l'autonomie sur nos corps. Comme nos prédécesseurs féministes ont fait le chemin avant nous, on a lutté, vous avez lutté en masse pour qu'on puisse avoir le droit sur nos corps, l'autonomie sur nos corps, notamment avec le droit à l'avortement. J'ai des collègues travailleuses du sexe de l'Australie qui me rappelaient récemment comme quoi les travailleuses du sexe sont une très belle image de l'autonomie sur nos corps. C'est dommage que certaines féministes hésitent à nous donner aussi ce droit-là, hein, parce que dans le fond, je devrais être seule à décider si je peux vendre des services sexuels ou subir un avortement. C'est juste moi qui le décide. Et puis, je pense que, idéalement, le féminisme blanc, assez riche et tout, devrait s'ouvrir à toutes les autres féministes, parce que oui, on est plusieurs personnes à s'identifier comme des féministes, même si ça convient pas toujours à tout le monde. Donc, une autre chose que je voudrais dire par rapport à l'intersectionnalité puis de ma place dans le féminisme puis dans la lutte des travailleuses du sexe, c'est le fait que, comme nous, on milite pour la décriminalisation de notre travail puis de nos vies, parce que être considérée comme une pute puis être criminalisée comme pute, ça fait vraiment pas mon affaire. Aussi, ça a des impacts dans ma vie de tous les jours avec ma conjointe puis aussi avec mes enfants. Et puis, bien qu'on voudrait et qu'on souhaite ardemment qu'un jour faire le travail du sexe soit plus criminel, il va rester quand même d'autres façons de continuer à criminaliser notre monde, ou aussi on pourra continuer à être marginalisé puis stigmatisé. Par exemple, celles d'entre nous qui travaillons sur la rue, qui sont racisées ou trans, vont elles aussi continuer de vivre la stigmatisation puis la discrimination. De là mon importance, puis comme féministe travailleuse du sexe, de créer des alliances. Donc, je pense que comme travailleuse du sexe, je suis vraiment forte à ce niveau-là, de vouloir créer des alliances dans les autres types de féminisme. Et puis, voilà, si je pense que la prostitution, c'est un sujet qui est divisé dans le mouvement féministe, c'est certain. Je le vois. Moi-même, souvent, j'ai hésité à me revendiquer comme féministe. Mais en soi, il n'y a pas une féministe qui a demandé la permission à quelqu'un d'autre avant de s'identifier comme féministe. Fait que c'est la même chose pour moi. Merci. Merci, Anna-Aude. Je présente Jeanne Reynolds, étudiante en histoire, culture et société à l'UQAM. Au cours des dernières années, elle s'est impliquée à différents niveaux au sein de l'AC et a été porte-parole de la classe pendant la grève générale illimitée de 2012. Elle milite au sein du Front d'action socialiste aussi. Donc, bonjour. Dans le fond, à la question qui avait comme été posée, dans le fond, aux panélistes, moi, en fait, je n'étais pas certaine là, du mot « valeur ». Féministe, dans le fond, parce que je pense que c'est pas une question de principe féministe qu'on peut intégrer, quelque chose qui serait extérieur à nous-mêmes, puis dans le fond qu'on pourrait suivre, tout comme bon. Il y a plusieurs questions qui découlent de ça, mais je pense que en fait, ça part vraiment d'une oppression qui est une réalité vécue par les femmes à l'intérieur d'elles-mêmes, puis pas quelque chose à l'extérieur. Puis être féministe, en fait, pour moi, c'est vraiment enlever les lunettes, si on veut, de l'idéologie patriarcale. Il y a peur, à un moment donné, dans ma vie, dans la vie de, j'imagine, plein de femmes, il arrive un moment où, en confrontant, en fait, dans une situation de confrontation avec des hommes, on se rend compte, en fait, que nos intérêts en tant que femmes ne sont pas les mêmes intérêts que les hommes. Puis, en fait, c'est souvent une volonté aussi du système patriarcal de nous faire croire justement que que nos intérêts sont les mêmes que celui des hommes. Alors que quand on enlève justement ces lunettes-là, ben on se rend compte que non, nos intérêts sont pas les mêmes, qu'on vit dans un système d'exploitation, qu'il y a des inégalités matérielles, qu'il y a une division sexuelle du travail, puis que nous là-dedans, ben on est un groupe dans le fond dominé. Puis que notre position, en fait, aussi socio-économique, c'est pas le fruit du hasard, mais ça va vraiment être, en fond, relié à des conditions objectives, à un système qui fait en sorte que on va se retrouver, en fait, on peut expliquer nos situations sociales, nos situations économiques de par l'exploitation qu'on vit dans ce système-là.
Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est pas des valeurs féministes, mais c'est vraiment en fait une attitude, en fait, une prise de conscience d'être féministe. C'est avoir à partir de ce moment-là, c'est vouloir une transformation aussi, une révolution. Je pense que être féministe, c'est adopter une attitude justement révolutionnaire vis-à-vis des catégories de sexe, c'est vouloir l'abolition des catégories de sexe, des rapports inégaux. Et dans ce sens-là, voilà, à partir du moment où on a une prise de conscience féministe, je pense que bon, les rapports sociaux restent les mêmes, on reste dans le système patriarcal, mais à partir de ce moment-là, on va essayer de tenter de s'organiser contre ces rapports de domination-là, ces rapports d'oppression, d'exploitation qui nous affectent. Puis on va percevoir en fait des choses différemment, et souvent en fait c'est des choses qu'on voyait pas avant de la même façon, puis tout d'un coup nous affectent autrement. Puis on commence à avoir des choses différentes. Et donc, dans mon implication en général, soit dans le milieu étudiant, dans les groupes militants, ça se fait souvent en mixité. Donc, dans le fond, il y a des moments où il y a des luttes où il y a certaines personnes qui sont tes camarades, puis il y a dans d'autres luttes où il y a des personnes qui sont pas tes camarades. Et donc, dans le meilleur, même si il y a de la bonne volonté, puis que bon, dans le milieu militant, les hommes, par exemple, peuvent être plus sensibles, en fond, par rapport aux enjeux féministes, plus aux faits. Ben, la réalité, c'est qu'il y a quand même en fond, les hommes reproduisent quand même le même système d'exploitation. On n'est pas un groupe en dehors du social. Je veux dire, on reproduit, dans le fond, les mêmes rapports sexistes qui existent en dehors de nos groupes militants. On les reproduit dans les groupes militants. Puis ça, c'est des réalités que je pense communes à toutes les femmes qui veulent s'impliquer justement en mixité pour que ce soit des luttes anticapitalistes, des luttes dans le mouvement étudiant, etc. Puis, à partir de ce moment-là, ben c'est... moi, je pense que c'est important, en fait, à l'intérieur de ces groupes-là, si on veut continuer à être des alliés ponctuels, dans le fond, avec des hommes, ben c'est important, dans le fond, de créer des espaces de non-mixité dans lesquels, en tant que femme, on se sent plus sécuritaire de parler, puis dans lesquels on peut s'organiser en rapport de force, en fait, avec les hommes qu'on côtoie. Jeanne, je vais te demander de conclure. Je suis désolée. OK. Ben, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que c'est ça, pas besoin vraiment de s'engager dans des événements de grands ampleurs pour être féministe. Il existe juste une résistance, en fait, quotidienne là, pour être féministe, juste de prendre la parole dans un cours, dans un commentaire sexiste, de dénoncer des agressions sexuelles, de refuser, en fait, d'assumer la majorité des tâches domestiques à la maison. C'est une forme de résistance, dans le fond, au patriarcat. Puis, pour moi, c'est ça, être féministe. Et puis, pas besoin non plus de perspective théorique. Puis quand t'as la question du féminisme diversifié, divisé, moi en fait je pense qu'il n'y a aucun des deux. Je pense pas qu'il existe des féministes diversifiés. Je pense qu'il existe des réalités différentes pour les femmes. Évidemment, on vit pas toutes la même chose, mais il existe une base d'intérêts communs sur lesquels, dans le fond, on peut prendre appui, puis sur lequel on peut lutter ensemble, dans le fond, pour faire un rapport de force vis-à-vis des hommes. Mais là, à partir de là, c'est sûr qu'il y a quand même des divergences au niveau théorique entre les féministes, mais je pense quand même qu'il y a une façon justement d'avoir une base commune pour des intérêts là, qui en fait sont défavorables pour nous. Fait que voilà. Merci beaucoup. Salut Aurélie. Salut. Allô. Aurélie est diplômée en journalisme de l'UQAM et étudie présentement le droit à McGill. Elle est membre de Québec Inclusif, un organisme sans but lucratif, indépendant et non partisan qui milite pour une laïcité ouverte, inclusive et respectueuse des droits des minorités. Blogueuse prolifique, on a pu la lire chez Urbania pendant 2 ans. Elle a maintenant son espace chez Voir. Oui. Vas-y, je te laisse le micro. Bon, alors moi, je me suis concentrée surtout sur la question de la division et puis j'ai été très, très scolaire. J'ai écrit un petit texte, donc ce sera peut-être pas aussi spontané que Jeanne, mais enfin. Donc c'est ça, je me suis concentrée sur la question de la division parce que je pense que reconnaître la pluralité des voix féministes, c'est non seulement souhaitable, mais c'est nécessaire si on cherche... Parce que si on cherche à déqualifier des groupes de femmes au profit d'autres, alors à mon avis, le féminisme cesse d'être un véhicule d'émancipation. Il devient simplement la sanction de certaines valeurs ou plutôt de certains privilèges. Alors, vous m'excuserez, je vais lire sur mon petit machin. J'ai pas de peut-être, oui. Je suis un peu myope aussi. Bon, j'ai pas d'imprimante. Donc, excusez. Donc, à en croire le discours ambiant, le féminisme serait devenu avant tout l'affaire de certaines femmes dont les valeurs coïncident préalablement avec le consensus majoritaire et qui bénéficient déjà de privilèges qui découlent de cette convergence.
Le féminisme au Québec serait donc la sanction d'une émancipation dite parachevée, plus qu'une force motrice pour celles qui font face à des enjeux et des tiraillements communautaires ou encore à des défis socio-économiques en lien avec leur féminité. L'étiquette féministe semblerait réservée à une certaine élite parvenue à une liberté et à une capacité d'autodétermination jugée satisfaisante. On semble donc insinuer que les conquêtes du passé, faites par certaines féministes, seraient le résultat direct et exclusif de leur féminisme, celui-ci étant le seul valable. Elles se sentent donc en droit de brandir la sauvegarde de l'héritage féministe, alléguant son efficacité afin de légitimer un certain discours d'exclusion. Donc, épris d'une étrange fièvre d'arrière-garde, on semble en effet juger correct de s'adonner à ce qui a tout d'une chasse aux sorcières, visant à départir les bonnes féministes des mauvaises féministes. Et ça, c'est très inquiétant. Et pour se justifier, il suffit d'invoquer la menace de nos acquis passés ou encore le devoir de vigilance. Il est à se demander si c'est de la sauvegarde d'un héritage ou plutôt de la sauvegarde de certains privilèges dont on s'inquiète réellement. Mais chose certaine, c'est faire bien peu confiance à la nouvelle garde féministe. C'est aussi prôner, sans motif valable, un féminisme qui exclut plus qu'il ne tend la main. C'est prôner précisément un féminisme anti-femme. Le problème, c'est qu'en omettant de résister à cette élitisation du discours féminisme, on n'aide plus tant les femmes à lutter contre le joug patriarcal qu'on ne les incite à lutter les unes contre les autres. Comme si les acquis féministes des générations antécédentes étaient systématiquement menacés par les questionnements des nouvelles générations. Il y a là, à mon avis, un manque patent de générativité, si on me laisse emprunter le terme à la psychologie. En réduisant le féminisme à une simple étiquette dorée, consacrant les privilèges que se sont arrogés certaines en son nom au fil des générations, on bloque du même coup son évolution, privant les femmes qui en auraient besoin ici et maintenant de ce véhicule d'émancipation. Circonscrire ainsi la définition du féminisme, c'est mépriser son caractère mouvant et intersectionnel, c'est se méprendre sur sa raison d'être. Au final, c'est un féminisme qui échoue à conjuguer avec la multiplicité et, somme toute, avec la modernité, et il devient simplement obsolète. Il aurait oublié les femmes. Donc voilà. Merci Aurélie. Je vous présente maintenant Camille Tremblay-Fournier. Salut Camille. Allô. Allô. Militante engagée étudiante à la maîtrise en sociologie et en études féministes à l'UQAM, elle s'est impliquée au sein du comité femmes de l'AC, du collectif Femmes GGI et du collectif libertaire Force étudiante critique. Elle a également participé à l'ouvrage collectif Les femmes changent la lutte au cœur du printemps québécois aux éditions Remue Ménage. C'est à toi. C'est correct si c'est le micro? Oui. Parce que je suis myope puis j'ai pas d'imprimante. Non, ça va. Merci. Moi non plus, je m'étais pas particulièrement penchée sur la question de la valeur du féminisme dans la vie quotidienne, mais j'ai essayé de faire quelque chose rapidement en disant que peut-être pour moi, ce qui est le plus important au niveau comment j'intègre le féminisme dans ma vie quotidienne, c'est par une critique de la vie quotidienne. Alors, une critique un peu des différentes instances de contrôle, des modes de domination qui régissent, dans le fond, notre vie quotidienne au quotidien. Et c'est ce qui m'intéresse surtout. Je me suis surtout impliquée dans différentes façons de construire des organisations, des modes d'organisation féministes avec la plus grande diversité de femmes possible. C'est pour ça que je me suis impliquée beaucoup dans le mouvement étudiant pour finalement me rendre compte que c'était relativement assez homogène, malgré tout. Et que je vais essayer de m'impliquer aussi par la suite plus au niveau de l'auto-organisation dans mon milieu de travail. Mais moi aussi, je me suis plus intéressée à la question de la diversité et à la division, mais d'un angle un peu différent qui ressemblerait peut-être un peu à Anne, sur vraiment les paradoxes actuels. Alors, sur la question de diversité ou division, je dirais peut-être un peu comme Jeanne, ni un ni l'autre, ou un et l'autre, mais actuellement, le féminisme, pour moi, je le vois surtout dans une perspective de mouvement social. À l'extérieur de ça, j'ai un peu de difficulté à l'aborder. Puis le propre d'un mouvement, c'est surtout d'essayer de transcender les objectifs particuliers d'individus ou de groupes, puis en emmenant dans une perspective révolutionnaire à des transformations dans les conditions de vie des femmes, etc. Et actuellement, c'est difficile, je trouve, d'évaluer c'est quoi exactement qui est transformé, qui se passe. Puis c'est difficile de voir aussi c'est quoi les gains qui sont réellement faits par le mouvement des femmes, strictement par le mouvement des femmes. Ce qui est un peu intéressant à savoir puis à voir dans les différentes décennies, c'est que le mouvement des femmes est très fortement institutionnalisé, a été institutionnalisé vraiment rapidement, assez tôt dans son existence, et tout son dynamisme, ses modes d'organisation ont été vraiment canalisés vraiment beaucoup par l'État, par les différents partis politiques, etc. Ce qui fait que c'est difficile actuellement de savoir qu'est-ce qui est du mouvement des femmes. Puis on en amène à différentes contradictions, différents paradoxes qui sont issus de différentes
Bien, au sens... Attends, j'ai de la misère. Parce que j'avais préparé la première question. Hein. C'est ça, dans le fond, toute l'idée, c'est de savoir sur la diversité ou la division. Ce qu'on a vu dans le mouvement étudiant, surtout, c'est que un mouvement est fort et dangereux quand il y a une diversité d'acteurs qui est présent à l'intérieur. Puis actuellement, c'est difficile, je trouve, dans l'institutionnalisation du mouvement de voir ça. C'est pas très présent, c'est assez homogène. Alors, la lutte pour cette division-là est nécessaire, puis cette diversité-là est nécessaire, puis peut-être qu'on pourra parler par la suite. Puis je crois à la confrontation des différentes tendances au sein même du mouvement féministe, qui est très peu possible dans son institutionnalisation, puis réellement, qui possède les différents leviers du pouvoir, bien, ce serait à questionner. Puis c'est ça qui m'intéresse, on pourra voir pour la suite. Mais la diversité et division, je crois qu'il la faut en même temps, mais très difficile actuellement. Merci beaucoup, Camille. On garde tes questions en suspens. Je vous présente maintenant Tania Saint-Jean, qui travaille en intervention auprès des personnes âgées. Elle est instigatrice du projet « Je suis indestructible », lancé en septembre 2013, une plateforme web dédiée aux survivants et survivantes d'agressions sexuelles. En collectant ces témoignages, elle permet aux femmes et aux hommes d'extérioriser leurs émotions de façon créative et artistique tout en favorisant leur libération et leur empowerment. Tania, à ton tour. Tout d'abord, j'aimerais peut-être préciser que je suis une bébé féministe. Pour moi, mon féminisme est arrivé en même temps que la grève étudiante, peut-être pour possiblement beaucoup de militantes. Mes positions étaient déjà assez claires sur beaucoup de dossiers sur la condition féminine, sans m'étiqueter comme féministe en tant que telle. Mais ça s'est davantage accentué aussi avec quand j'ai découvert le blog Unbreakable de Grace Brown qui circulait sur les réseaux sociaux. En fait, son objectif, c'était de photographier des victimes d'agressions sexuelles avec une citation de son agresseur. Puis moi, j'ai voulu rentabiliser l'expérience, puis en tant qu'intervenante, vraiment axée sur l'empowerment, vraiment comme laisser le processus à la j'aime mieux dire survivant. J'aimais mieux le laisser complètement à cette personne-là, se l'approprier complètement, puis pas en faire partie. Le projet, comme souvent on me dit merci à moi, j'aime mieux dire merci à vous. Ce projet-là existe parce que vous le faites vivre, puis qu'il est tellement pertinent, en fait, dans le sens que il nous permet maintenant, avec les plateformes, les réseaux sociaux, de se concentrer sur l'éducation, je dirais, peut-être sur des termes comme la culture du viol, qui circule énormément ces temps-ci sur les réseaux. Le consentement, on a eu une belle manifestation, j'aimerais faire un clin d'œil à hier. Moi, c'est de cette façon-là que j'intègre les valeurs féministes dans ma vie. Je pense qu'en tant que nouvelle féministe et jeune féministe, c'est de sensibiliser puis de vulgariser ces termes-là pour que les gens peuvent se les approprier facilement, puis qu'ils peuvent comme peut-être saisir aussi, en fait, quand que je le dis souvent, je parle de « je suis indestructible », de briser le silence puis nous permettre de reprendre la voix. Je pense que c'est comme ça que moi, je peux partager mes valeurs féministes puis les apporter dans ma vie au quotidien. Puis c'est toujours de déconstruire. Quand que je pense à beaucoup d'hommes qui m'entourent, comme tantôt on faisait référence à l'histoire des femmes, j'ai plein d'hommes qui sont indépendantistes dans ma vie, nationalistes, puis qui ne connaissent pas le FLF. Je déconstruis, je leur apprends c'est quoi le féminisme, vulgarisons ces termes-là, puis il faut vraiment se les approprier pour que ce soit accessible autant pour les réseaux sociaux qu'autant que dans nos relations, dans le privé puis dans le politique. Ouais. Merci, Tania. Martine Delvaux, professeure de littérature des femmes et de théorie féministe au département d'études littéraires de l'UQAM. Elle est l'auteure de romans parus chez Héliotrope, C'est quand le bonheur, Rose amère et les cascadeurs de l'amour n'ont pas droit au doublage, et d'essais, Femmes psychiatrisées, Femmes rebelles, de l'étude de cas à la narration autobiographique, Histoire de fantômes, spectralité et témoignages dans les récits féminins contemporains, et du plus récent, Les filles en série, aux éditions Remue-Ménage, paru à l'automne 2013. À ton tour, Martine. Merci. Je vais faire comme mon éditrice, Anne. Je vais lire un texte que j'ai écrit. Je suis une bonne... C'est pas pour rien que je suis devenue professeure à l'université. Je suis une bonne écolière. Alors, j'ai joué le jeu. Donc, je dirais que, bon, je suis
écrivaine et professeure de littérature des femmes et de théorie féministe. C'est vraiment mon créneau principal. Le féminisme est donc au centre de tout ce que je fais. Et je crois que je ne serais pas professeure à l'université si je n'étais pas féministe. C'est le seul sens que ça donne à mon travail. Si je retire le féminisme de l'équation et l'engagement intersectionnel qui lui est lié, enseigner n'a plus de sens pour moi. Mon rôle à l'UQAM est de représenter et de défendre les théories féministes et queer et les auteurs femmes, toujours sous-représentés à l'intérieur du programme d'études littéraires. David Gilmour peut aller se faire voir. Les écrivaines ne sont pas moins intéressantes que les écrivains. Elles méritent d'être lues, enseignées, analysées. Malheureusement, Gilmour n'est pas seul de sa gang. J'aurais un certain nombre de collègues à qui le lui présenter. Et quand on me dit encore aujourd'hui que si ce n'était pas des cours donnés par les 3 profs de mon département sur 35 qui représentent la littérature des femmes, les écrivaines ne seraient pas enseignées, je me dis que cette forme de parité, artificielle dans une certaine mesure, puisque stratégique mais non essentialiste, est nécessaire. Analyser des œuvres, faire connaître des écrivaines, élaborer des problématiques depuis un angle féministe, tirer la philosophie écrite par des hommes vers le féminisme ou la lire pour y trouver des outils féministes, amener les étudiantes et les étudiants, quand j'en ai les étudiants, à interroger le monde, c'est l'essentiel de ce que je peux faire. Non pas énoncer un savoir, faire la leçon, parler en tant que maître ou maîtresse, mais poser des questions. C'est ainsi que je peux tenter de défendre ce que les femmes font à la science. Penser, nous devons, disait Virginia Woolf. Ou comme l'énonce Isabelle Stanger et Vinciane Després, parler de nos faire autrement, de nos refus, mais aussi de ces sentiments d'être déplacés, de ces malaises qui attendent toujours au tournant. Contrer donc le sexisme intellectuel, le sexisme inhérent au monde de la recherche, ce sexisme qui dicte comment faire, ce qui est analysable et comment, les objets dignes d'être étudiés. Contrer aussi le sexisme institutionnel, celui-là même qui, le plus souvent, préfère fermer les yeux sur la culture du viol qui sévit sur les campus universitaires. Celui-là aussi qui fait du corps étudiant le jardin où nombre de professeurs choisissent de cueillir des jeunes filles en fleurs. Le milieu universitaire est un champ de bataille, lui aussi. C'est un milieu de travail comme tous les autres, où il faut penser la place des femmes, les inégalités, les discriminations, les différentes facettes d'une conciliation difficile. Conciliation travail-famille, enseignement-recherche, recherche-création, etc. Pour ne pas se laisser prendre par le mot d'ordre qui dit que les femmes ne peuvent pas tout avoir. C'est pas vrai. Oui, on peut tout avoir. Il faut faire plier les institutions, forcer les portes, trouer les murs pour y arriver. Si être féministe, c'est refuser d'être domestiqué, c'est-à-dire enfermé dans une définition du féminin, pour moi, ça commence avec la place des femmes à l'université. Une place qu'il faut penser, parce que penser, c'est-à-dire voir, observer, analyser, réfléchir pour réinventer, est le moyen de résister. Et écrire est une façon d'essayer d'y arriver. Travailler la voix, les formes, chercher l'interface entre la pensée et la création, trouver dans la création un autre moyen de penser, et toujours, sans toujours m'en rendre compte, revenir à la même question, qui parle quand une femme parle? Combien de femmes parlent quand une femme parle? Il faut penser l'influence, l'identification, la contamination, la projection, la filiation entre femmes. Il faut penser l'intersection entre le singulier et le quelconque, l'anonymat et l'identité. Il faut penser comment perdre la face, abandonner son visage au profit du collectif. La chambre à soie de Virginia Woolf, si nécessaire au début du 20e siècle, est devenue une prison. Il me semble que c'est maintenant la rue que les femmes doivent prendre et que c'est ce qu'elles font. Je suis bien entourée ici pour le prouver. La rue, c'est aussi l'autoroute du web, les médias traditionnels, les différents lieux de diffusion. Si on dit que les femmes sont descendues dans la rue, c'est qu'on assiste à une remontée du féminisme sur la place publique. Partout, les femmes s'opposent, nomment, racontent, révèlent, condamnent ce que j'ose nommer une lente mise à mort des femmes, la reconduction des belles endormies, de ces belles au bois dormant, dociles et malléables. Un féminicide ambiant, ordinaire, insidieux, pervers et encore trop souvent silencieux. Merci beaucoup, Martine. On ne se taira pas, ce n'est pas terminé. On continue avec Véronique Grenier.
qui enseigne la philosophie au cégep de Sherbrooke. Elle est le moins du Tumblr Les Petits Pimouins, consacrée aux perles de sa progéniture. Elle collabore au blog d'Urbana et tenait une chronique dans laquelle s'articulait philosophie et actualité à l'émission matinale de ici Radio-Canada Estrie. Elle a publié des nouvelles, des poèmes et travaille présentement à la rédaction d'un essai sur la santé mentale qui paraîtra chez Boréal à l'hiver 2015. À toi. Merci. Allô? Je vais être vraiment dans le quotidien. Là. J'ai pas fait un exercice aussi élaboré que celles qui m'ont précédé, notamment Martine, à qui je tiens à dire « wow ». Donc, je me suis vraiment... Je veux dire, le féminisme dans mon quotidien, je dois vous dire, moi, je suis une féministe très tardive, au sens où, avant, mon genre ne m'avait jamais empêché de faire quoi que ce soit. Si quelqu'un m'avait voulu m'empêcher de faire quelque chose parce que j'étais une fille, je sais que j'aurais dit ta gueule. Mais ceci dit, je voyais qu'il y avait des problématiques à l'étranger. Je voyais que ça allait pas bien ailleurs. En étudiant en philo, nécessairement, je veux dire, bon, je me suis tapée Simone de Beauvoir. Sur le plan théorique, je la voyais la nécessité. Je comprenais. Mais dans mon fond de moi-même, là, dans mon fondement, dire que je voyais la pertinence du féminisme, non. Je me dis, on est des humains. J'avais plutôt une conception humaniste. Tout le monde il est égal. Puis bon, c'était un petit peu innocent finalement parce que... mais c'était beau, je le comprends théoriquement là, pourquoi c'est ça que je voulais. Ceci étant dit, pendant que j'étudiais, j'avais comme un malaise. Quand on étudie en philo, non seulement on n'est pas très nombreux de féminins, et ensuite, on étudie que des auteurs masculins. Puis à un moment donné, tu les étudies, puis tu te dis, ces hommes-là, ils ne s'adressaient pas à moi. C'est pas à moi qui aurait parlé parce que je suis une femme, probablement, qui se disait, et pas probablement, il y en a plusieurs qui se disaient que je ne serais même pas capable de comprendre, en fait, ce qu'ils sont en train de dire. Ça m'a un peu fait chier. Après ça, on ne parlait jamais non plus, à part j'ai prête un professeur, M. André Duhamel, donc à un moment donné, bon, il parle un peu d'Hannah Arendt, mais c'est tout. Et on ne les mentionne jamais. Bon, évidemment, il y a le trio, là, Simone Veil, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, parfois un peu Martha Nussbaum, mais jamais on parle des femmes philosophes. Ça m'emmerdait. Donc, pour la maîtrise, j'ai décidé donc de travailler le concept de natalité comme fondement du politique chez Arendt. C'est un peu ma façon à moi de dire que, bon... ceci étant dit, un moment donné, je suis tombée enceinte, et puis c'est cela. Fait que j'ai réalisé à ce moment-là que je est un autre. Et j'ai compris l'aliénation au sens fort. Et je la comprenais parce que je voyais cette différence-là, cette chose-là qui grandissait en dedans de moi. Je dis chose, mais j'adore mes enfants. Là. Mais il y avait quelque chose, et je voyais très, très bien que le père des enfants ne comprenait pas ce que j'étais en train de vivre. Puis ensuite, la chose est née. Et là, j'ai vu cette affaire qui s'appelle l'iniquité, ou white man privilege. Et c'est pas méchant au sens où le père des enfants, je veux dire, il voyait vraiment pas qu'il y avait iniquité. Et là, j'ai dû me battre, j'ai dû défendre, expliquer que oui, mais on travaille tous les deux. Pourquoi est-ce que j'en fais plus concernant les enfants? Puis c'est une personne extraordinaire, je le mentionne à la caméra, mais c'est vrai. Mais c'est vraiment là. Je suis devenue féministe en devenant maman parce que j'ai ressenti dans mon fondement quelque chose qui était vraiment comme une injustice fondamentale. Moi aussi, j'avais pas à demander pour avoir des breaks. J'avais pas à demander pourquoi il fallait que je le demande, pourquoi il fallait que je justifie. Pourquoi est-ce qu'on me répondait « Ouais, mais il y a pire. » Non, mais c'est parce qu'il y a mieux aussi, tu sais. Et ça m'a vraiment emmerdée. Puis ensuite, comme maman, tu deviens vraiment un objet. C'est-à-dire que les gens ont des avis sur toi, t'en parles sans te le demander, sur tes pratiques. T'allais-tu pas, t'as-tu des couches jetables, des couches pas jetables, tout ça, tout le monde a un avis. Et là, ça devient très difficile parce que tu passes ton temps aussi à te poser des questions parce que tu veux que ta progéniture aille bien. Fait que c'est difficile. Et quand on est en train donc d'élever sa progéniture, donc j'ai un petit garçon puis une petite fille, mais à chaque jour, mon féminisme est en mouvement parce que mon garçon, je veux qu'il apprenne la coopération, je veux qu'il apprenne des comportements non violents, mais ma fille, je veux qu'elle kick des culs, mais qu'elle soit aussi non violente. Tu sais, je veux tout ça en même temps. Donc j'élève de l'humain. Mais c'est vrai, tu sais. Je passe mon temps à rappeler à mon fils que le rose, le rouge puis le mauve, c'est des couleurs de tout le monde, qu'il n'y a pas des jeux autant pour les gars que pour les filles, mais je passe aussi mon temps à défendre ça donc dans l'espace public. Mon gars, il a les cheveux longs, c'est parce qu'il est beau de même. Mais on passe notre temps à expliquer que c'est pas grave qu'il ait les cheveux longs, ça va pas faire de lui je sais pas quoi. Ma fille, quand je voulais pas que les gens fassent un crémage ou un gâteau en lui achetant des trucs, on me disait « Ouais, mais tu vas faire une lesbienne. » Non, mais so what, premièrement, tu sais. Je veux dire, elle va être ce qu'elle a à voir être, puis ça va être bien parfait. Mais il est où le problème? Donc, tous ces enjeux-là, ils sont là. Quand je vais me promener chez Toys R Us, mon féminisme, là, je veux dire, il est mouvant, là, il a mal, tu sais. Fait que dans ma maternité, le féminisme est là tout le temps. Dans ma pratique de prof de philo aussi.
C'est là vraiment beaucoup. Ma deuxième session, premier cours, un étudiant me dit « Non, mais c'est pas vrai qu'il y a une fille qui va m'enseigner comment penser en pleine classe. Il y a 17 ans, le petit gentil. » Fait qu'à chaque fois, tu sais, je suis dans un département où on est 37, on est 5 filles, on est 5 femmes. Et à chaque fois, mais en même temps, parfois, je le vois que je suis devant la classe et je le vois que je suis un modèle aussi pour les jeunes filles, pour les jeunes hommes aussi dans la classe. Mais ça arrive parfois que donc on a des discussions sur le féminisme. On a une discussion, on a le what the fuck du jour au début de chaque cours. Et j'ai abordé le truc au Nacho Libre. Et il y a que les gars dans la classe qui intervenaient. Les filles n'osaient pas parler parce qu'elles avaient probablement, du moins, j'ai pu discuter avec quelques-unes après, mais certaines, elles avaient peur. Elles avaient peur de l'étiquette de féministe. Je veux dire, c'est terrible encore qu'en 2014 que ce mot-là paraisse aussi mal, alors qu'en soi, on milite, je veux dire, pour plus d'équité, on milite pour que les filles cessent d'avoir l'air d'objets, donc un peu partout. Marianne, je suis à combien de temps? Faut que tu termines, là. Faut que je termine. Bon, ben je vais terminer en disant que, je sais pas quoi... Non? Oui, je vais finir. Je finis. Je veux juste dire que c'était donc... En fait, je pense qu'être féministe, donc il y a beaucoup de tension parce qu'on passe notre temps finalement à se faire dire que ce qu'on fait, comment on le fait, comment on est, c'est jamais correct. Même à l'intérieur de soi, j'aime porter des talons. Combien d'amis féministes m'ont dit non, mais c'est parce que là, tu te soumets au patriarcat. Non, mais je le sais, mais je trouve ça beau pareil. Puis je trouve ça difficile. Fait que c'est apprendre à vivre avec toutes ces tensions-là. Donc, j'aimais beaucoup le sujet diversifié ou divisé au sens où, justement, je pense que c'est sain, en fait, qu'il y ait tout ça parce que c'est signe que c'est un mouvement qui est en vie et qui nous amène finalement à constamment réfléchir sur nos pratiques. Voilà. Merci. Merci.